C'est pour éliminer tout ce qui est prématuré, nouveau-né prématuré et nouveau-né qui est né avec un retard de croissance intra-utérin, c'est-à-dire plus petit par rapport à son âge gestationnel. Donc là, on va parler de la diététique. Donc là, on va parler de la diététique d'un nouveau-né et d'un nourrisson qui est né à terme et avec un bon poids de naissance qui est normal. Donc, vous m'entendez toujours? Oui. Très bien, merci. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que l'alimentation est le reflet d'une bonne croissance d'un enfant. Si un enfant est bien alimenté, donc il va avoir une croissance somatique, cérébrale, normale, avec le poids, la taille par rapport à l'âge. Donc, l'alimentation est un élément qui est très important parce qu'elle permet d'assurer les besoins de la maintenance qui sont nécessaires aux compensations de pertes basales, urinaires, et cutanées. Également, elle va permettre de compenser les besoins liés à l'activité physique, c'est-à-dire quand il va gesticuler, quand il va pleurer, etc. Et pour la croissance, donc en sachant, est-ce que vous m'entendez? D'accord, ok. Donc, comme je vous ai dit également, donc le besoin alimentaire vont varier avec l'âge, ce qui est logique. Plus on avance dans l'âge, plus les besoins, on va augmenter en poids, plus les besoins vont être plus importants. Alors, quels vont être ces besoins nutritionnels? Donc, comme vous savez, toute alimentation, vous avez fait ça en tronc commun, toute alimentation doit être composée donc de protéines, de glucides et de lipides. Donc, ces protéines, donc l'alimentation doit assurer au minimum 0,5 g par kilo par 24 heures de protéines. Ces besoins donc vont varier avec l'âge. Entre 1 et 2 mois, vous allez avoir besoin de 2,25 g par kilo par 24 heures. 2 à 3 mois, vous allez avoir besoin de 1,2 g par kilo par 24 heures. 3 à 4 mois, 1,5 g par kilo par 24 heures. 4 à 9 mois, 1,30 g par kilo par 24 heures. Et 9 à 12 mois, 1,15 g par kilo par 24 heures. Donc là, vous êtes en train de voir, en fin de compte, que ça augmente. Pourquoi? Parce que quand vous avez 1 mois, vous pesez 3 kilos. Quand vous avez 12 mois, vous pesez 10 kilos. D'accord? C'est compris? Non. D'accord. Quand tu as 1 mois, tu pèses 3 kilos. Quand tu multiplies 3 fois 2, ça te fait 6 grammes. D'accord? Quand tu as 12 mois, tu pèses 10 kilos. Quand tu multiplies 1,15 fois 10 kilos, ça te fait plus de 10 grammes. D'accord? Donc, ça augmente et ça ne diminue pas. Puisque le poids augmente, donc la quantité, quand vous la multipliez, globalement, elle va être plus importante. C'est compris? Oui. Très bien. Alors, la qualité, c'est-à-dire de quoi doit être composé cet apport protéique? Donc, comme vous savez, vous l'avez déjà fait, donc ces protéines doivent être des acides aminés. L'être humain ne synthétise pas d'acides aminés, donc ça doit être ramené par l'alimentation. Donc, ça va être essentiellement donc la leucine, la valine, la lysine, l'isoleucine, la méthionine, la phénylalanine, la thréonine, le tryptophane. Et pour dire que la protéine est bonne, c'est-à-dire qu'elle est bonne pour l'organisme et pour l'être humain, donc elle doit avoir un coefficient d'utilisation protéique qui est élevé. Plus ce UPN, ce coefficient de protéique est élevé, donc mieux est digérée cette protéine et mieux elle est bonne. Et pour exemple, vous avez protéine d'œuf, c'est 100% UPN. Le lait de mer, c'est 90% UPN. Le lait de vache, c'est 75% UPN. Et céréales, 57% UPN. OK? Donc, vous voyez, les meilleures protéines, c'est quoi? C'est l'œuf et le lait maternel. Et vous voyez la différence entre le lait maternel et le lait de vache. D'accord? Maintenant. Ah, d'accord. Est-ce que vous m'entendez? Je continue? Oui.
Très bien. Alors, vous m'excusez. C'est bon. Une minute. Hein. Oh mon Dieu, désolé, hein, parce qu'un technicien, on lève ça la bavette. Donc, tu sais, normalement. Alors, maintenant, on va parler des besoins caloriques. Donc, quelle est la ration calorique que nous devons assurer par cette alimentation? Alors, vous avez donc moins de 2 mois, l'alimentation doit être constituée de 136 kilocalories par jour, 3 à 4 mois, 120 kilocalories par jour, 5 à 12 mois, 100 kilocalories par jour. D'accord? De quoi est constituée cette ration calorique? Protéines, 10 à 15%, glucides, 50 à 55%, et lipides, 30 à 35%. D'accord? De la ration calorique globale. C'est-à-dire un repas que vous allez donner doit être constitué de protéines 10 à 15%, de glucides 50 à 55% et de lipides 30 à 35%. Si vous avez des questions, vous les posez. Hein. Alors, les besoins hydriques également. Comme vous savez qu'au début, le bébé ne prend que de l'eau, que des solutions liquides, c'est-à-dire pas d'aliments. Et donc, l'eau doit être, donc la quantité d'eau, elle va être de 125 à 150 au premier mois, millilitres, 2 à 3 mois, 150 millilitres par kilo par 24 heures, 4 à 6 mois, 140 millilitres par kilo par 24 heures, 7 à 9 mois, 130 millilitres par kilo par 24 heures, et jusqu'à une année, 120 millilitres par kilo par 24 heures. Donc, cette eau, elle va être donnée au début dans le lait, le lait est constitué d'eau, et après, à partir du 4e mois, quand vous allez diversifier, ça va être l'eau du lait, l'eau de l'alimentation et l'eau des jus que vous allez donner par la suite. La ration sodée, donc, elle doit être de 1 à 2 mecs par kilo par 24 heures. Le potassium, 1 à 2 mecs kilo par 24 heures, pareil. L'alimentation doit être riche en calcium, 400 à 500 mg par jour. Magnésium, 50 à 100 mg par jour. Et le phosphore, au début, à moins d'une année, c'est 1 à 1,5 milli-équivalent par kilo par 24 heures. Et plus de 1 an, c'est 0,5 milli-équivalent par kilo par 24 heures. D'accord? Oui. Les glucides, alors, la quantité de sucre que vous devez donner, en général, c'est de 10 grammes par kilo par jour. Le seul sucre que le bébé a besoin au début, c'est le lactose qui lui vient du lait. D'accord? Il est indispensable parce que ce lactose va se transformer en galactose qui va être nécessaire à la synthèse cérébrale. Les lipides, c'est également très important parce que les lipides jouent un rôle très important. Donc, on va le voir, on doit donner 3 à 4 grammes par kilo par 24 heures. C'est essentiellement les lipides ramenés dans le lait. D'accord? La qualité, on doit assurer des acides gras insaturés. D'accord? On n'a pas besoin d'acides gras saturés qui sont néfastes. Les acides gras bons pour le bébé, c'est les acides gras insaturés, donc qui ne sont pas synthétisés par l'organisme. Et le lait maternel est le plus riche en acides gras. Ça va être essentiellement, on doit ramener de l'acide hylonéique et de l'acide alpha-linoléique. Pourquoi? Parce que l'acide hylonéique et l'acide alpha-linoléique, c'est eux qui permettent la myélinisation et la synthèse de la substance blanche du cerveau. D'accord? Le bébé, quand il naît, il va naître avec un cerveau qui est petit de taille, qui va doubler, par exemple, jusqu'à une année, et également, il va encore augmenter jusqu'à l'âge de 3 ans. D'accord? Et donc, pour augmenter, il doit augmentation de la substance blanche et la myélinisation. Tout ça se fait grâce aux acides gras hylonéiques et l'acide alpha-linoléique. C'est compris? Oui. Très bien. Alors, maintenant, les vitamines. Comme vous savez que les vitamines sont très importantes. Vous avez la vitamine K qui doit être également ramenée par l'alimentation. On a besoin de 15 à 30 microgrammes par 24 heures. Vous savez très bien que la vitamine K joue un rôle important pour éliminer donc les facteurs vitamino-K dépendants, pour éviter, comme vous avez vu, la maladie hémorragique du nouveau-né. D'accord? Vous avez également la vitamine A pour la maturation du nerf optique. L'alimentation doit ramener 1300 unités internationales par jour. La vitamine D qui est 400 à 600 unités par jour, également pour lutter contre le rachis.
pour lutter contre le rachitisme. L'acide folique, également pour une substance antimégaloblastique, d'accord, pour lutter contre les anémies carentielles. La vitamine C, également substance antioxydante et antioxydante. La vitamine B12, pareil, élément très important pour lutter contre les anémies mégaloblastiques. Donc, la vitamine B12, vous avez besoin à 7 unités par 24 heures. La vitamine C, 35 à... Deuxième partie maintenant, c'est les aptitudes du nourrisson. Qu'est-ce que c'est l'aptitude? C'est que la capacité du bébé. Donc, l'alimentation va varier en fonction de la capacité du bébé. والله ما يسمعوش فينا نقولوا نحسبهم À la naissance, le bébé a le réflexe. Il ne peut pas manger, être strictement liquidienne, que du lait. À 12 mois, l'enfant tient les choses. Il peut permettre à l'enfant d'essayer de manger seul. Même s'il a besoin d'aide, c'est important parce que ça fait partie du développement psychomoteur de l'enfant. On le laisse au début et après, la maman, elle prend le relais pour lui apprendre à manger seul et proprement. Au début, l'estomac du bébé est très petit. D'accord? C'est pour ça que quand il est nouveau-né, il a jusqu'à 6 biberons par jour. Et quand il est un peu plus grand, par exemple à 4 mois, 5 mois, il va avoir que 3 biberons par jour. Mais au début, il va avoir des biberons à 30 millilitres. Après, les biberons vont être plus importants, jusqu'à 100, 120 millilitres. D'accord? Donc, tout ça, on doit s'adapter aux capacités physiologiques du bébé. Autre aptitude également enzymatique. Donc, un certain nombre d'enzymes doivent être présents. Exemple, le lactose doit être digéré par la lactase et qui, elle, est présente dès la naissance. Donc, le bébé absorbe normalement le lait maternel et le lait qu'on lui donne. La sécrétion de lipase est réduite. Donc, l'alimentation doit être pauvre en lipides au début. Il n'existe pas d'amylase pancréatique. Donc, l'enfant ne peut pas digérer les farines et tout ça. On ne donne jamais de farine ou de substances farineuses avant l'âge de 3 mois. Mais même après, vous allez voir la diversification alimentaire. Donc, tout ça doit être pris en cause quand vous faites une diversification ou vous allaitez un bébé. Alors maintenant, nous allons voir l'alimentation lactée. L'élément essentiel, c'est le lait maternel. Il faut savoir que chez chaque nouveau-né, c'est le lait de son espèce qui lui convient le mieux. Surtout celui de sa propre maman. D'accord? L'aliment idéal, donc le lait maternel, lui fournit une ration alimentaire qui est équilibrée par rapport à ses besoins. Si vous étudiez le lait maternel, au début d'un bébé, au début de la tétée, quand la maman allaite l'enfant, le lait est riche en lipides et riche en sucre. D'accord? À la fin de la tétée, le lait maternel va devenir riche en protéines parce que ce sont les protéines qui donnent la satiété, shiba. D'accord? Les protéines, ça donne shiba. Donc, le lait maternel, au début, il est pauvre et à la fin, il devient riche en protéines. Il est bien digéré parce que, comme on a vu, les protéines sont très élevées, UPN élevé, il est bon, il est bien digéré, donc il est absorbé rapidement, chaque 1h30. C'est pour ça que les bébés qui sont allaités au sein, d'accord, ils dorment chaque 1h30, alors que les bébés allaités le biberon, c'est chaque 3 heures. D'accord? Il est économique puisqu'il est gratuit, il est stérile, il est anti-infectieux. Il est riche en une flore intestinale riche qui multiplie les bacilles bifides. Il est riche en cellules immunitaires type monocytes, macrophages, lymphocytes T et lymphocytes B. Donc, ça confère une immunité à l'enfant contre les agressions respiratoires et les agressions digestives. Les bébés qui sont allaités au sein font moins d'infections respiratoires et moins de gastro-entérite que les bébés allaités au biberon. Il est riche en lactotransférine qui empêche l'adhésion
des bactéries sur les entérocytes. Il joue un rôle bactériostatique. Il est également riche en lysozyme, c'est-à-dire il joue un rôle bactéricide, il va tuer les bactéries. Il est riche en immunoglobulines, surtout les IgA, qui tapissent la muqueuse intestinale et empêchent la pénétration microbienne. Il contient le complément C3 et C4. Il est anti-allergisant. Il n'y a pas de bébé qui est allergique au lait de sa maman. D'accord? De quoi est composé le lait maternel? 1 litre de lait contient 120 calories, 12 grammes de protéines. 60% sont les lactoglobulines, c'est-à-dire les bonnes protéines, et 40% sont les caséines mal digérées qui, elles, peuvent donner des coliques et tout ça. Il contient 75 grammes de glucides, 35 grammes de lipides, dont 5% sont apportés par l'acide hyaluronique. Les sels minéraux, 3 grammes par litre, c'est-à-dire ils donnent la bonne ration de sodium. Comme vous savez, un bébé, un nouveau-né, il a une immaturité rénale, immaturité hépatique. Le lait maternel n'est pas riche en sodium, c'est-à-dire il ne fatigue pas le rein pour éliminer le sodium. Il a la bonne dose de sodium. Il est faible en fer, mais il contient une lactoglobuline également qui favorise l'absorption de ce fer. Il est pauvre en vitamine D. C'est pour ça que tous les bébés qui soient nés allaités au sein ou biberon sont supplémentés par de la vitamine D. Vous allez voir ça dans le cours de rachitisme. Il est riche en vitamine E et riche en vitamine C. Quelles sont les contre-indications de l'allaitement maternel? On a les conditions qui sont liées à la maman. Quand la maman est atteinte d'une maladie grave, exemple hépatite, tuberculose évolutive, insuffisance cardiaque, néphropathie, sida, cancer. Et là, ce n'est pas l'hépatite qui est contre-indiquée. L'hépatite ne passe pas par voie orale, l'hépatite B ou C. D'accord? L'insuffisance cardiaque, c'est l'état de santé de la maman qui est fatiguée, qui est très mal. Elle ne peut pas l'effort d'allaiter son fils chaque 1h30 et surtout durant toute la nuit. D'accord? Concernant l'abcès du sein, on arrête momentanément l'allaitement, on traite l'abcès et après on reprend l'allaitement maternel. C'est compris? Est-ce que vous êtes là? Oui. Oui, docteur. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, Hakima. Oui.
Est-ce que vous m'entendez? Oui, docteur. Oui. Oui, docteur. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, ça va pas, hein? C'est bon. Hein? بصح انا مش قاعدين نسمع. اسكو vous m'entendez ما حدا واحنا. Oui, on vous entend. moi في خضر يخرج يخضر. Est-ce que vous m'entendez? Oui, docteur. Oui. Oui, docteur. ايه ما فيني ما فيني كي نقول لهم vous avez compris قولوا لي oui. Oui, oui, ils entendent, oui, on vous entend très bien. Ça a confirmé une conversation. D'accord, ok. Ah, très bien, ok. أنا ما سمعتش. Donc, le directeur allait parler. Ok, c'est bon. Bon, on continue, mais apparemment, je suis fliquée, mais je ne vous entends pas. Ok. Alors, donc, je termine. Bon, on a dit les contre-indications donc, de la maman. La prise de certains médicaments. Également, comme vous savez, n'importe quel médecin généraliste ou pédiatre, quand il doit donner des médicaments à une maman qui est en train d'allaiter, il doit consulter le Vidal pour voir si ce médicament traverse et il est néfaste pour le bébé ou pas. Les médicaments essentiellement contre-indiqués, alors vous avez les antithyroïdiens de synthèse, la cimétidine, essentiellement très important, les antivitamines K oraux, pas les parines et tout ça, non, on peut donner. Les antidiabétiques oraux, également, on ne peut pas donner d'antidiabétiques oraux, on peut donner l'insuline, d'accord? Donc, c'est très important de se référer au Vidal pour voir si on peut donner. Les anticonvulsivants, également, si la maman est épileptique, on ne peut pas donner des anticonvulsivants, elle doit arrêter l'allaitement, d'accord? Pour les effets secondaires, pour ne pas se passer chez l'enfant. Les contre-indications qui sont liées au bébé lui-même, au fœtus. Alors, vous avez essentiellement toutes les malformations où le bébé ne peut pas avaler normalement. Essentiellement, les becs de lièvre ou les fentes labiopalatines, quand vous avez le palais qui est ouvert. Dans ce cas-là, il est obligé d'utiliser une tétine spéciale, ce qu'on appelle la tétine de veau. Veau par rapport à monsieur veau. Hein. Ou bien si le bébé a une maladie métabolique, exemple la galactosémie ou la lactosémie. C'est-à-dire il n'a pas l'enzyme pour dégrader le lactose et le galactose. Dans ce cas-là, on ne peut pas donner le lait maternel, on est obligé de donner des laits spéciaux que vous allez voir par la suite. Les incidents maintenant, vous avez, qu'est-ce que peut engendrer un allaitement maternel? Vous pouvez avoir une diarrhée postprandiale. La maman, elle va venir, elle va vous dire, mon fils, il a une diarrhée, il fait 6 selles par jour. Vous allez examiner le bébé, vous allez voir que le bébé est en train de grandir très bien, il est en train de prendre du poids. Vous allez lui poser la question, vous allez lui dire les selles, elles sont comment? Elle va vous dire que les selles, elles sont jaunes avec des petits points blanchâtres, d'accord? Et des fois, ça mousse. Donc, comme on a dit tout à l'heure que le lait maternel, il est très bien absorbé, donc il le prend d'un côté et il l'élimine de l'autre côté, d'accord? L'ictère au lait de maman, qui est un ictère à bilirubine indirecte, d'accord? Il est tardif, c'est pas un ictère précoce. Le bébé, il va développer un ictère, il a un examen neurologique excellent. Vous allez poser l'interrogatoire, ce n'est pas un ictère ABO, c'est pas un ictère rhésus, d'accord, tout ça. Mais on préconise, on n'arrête pas l'allaitement. Au fil de temps, 15 jours, 16 jours, il va disparaître l'ictère. On n'arrête pas l'allaitement maternel lorsqu'on a un ictère au lait de maman, d'accord? La durée, donc, c'est 2 ans. Favorisé par la motivation maternelle et la bonne technique d'allaitement. C'est-à-dire tout personnel de santé qui voit une maman qui est enceinte, que ce soit un gynécologue, un médecin généraliste, et après la naissance vient le rôle du pédiatre, il doit encourager et stimuler l'allaitement maternel.
D'accord? C'est très important. Donc, vous avez vu les avantages de l'allaitement maternel. Il faut savoir que l'Algérie a un taux d'allaitement maternel des plus bas au monde. D'accord? Donc, il faut stimuler et encourager l'allaitement maternel. Le bébé doit être mis au sein dès les premières heures de vie. Parce que comme vous savez, dès qu'il commence à téter, vous avez la sécrétion donc d'ocytocine qui va aller au niveau du cerveau, la prolactine qui va favoriser le lait maternel, qui va être favorisé, fabrication au niveau du sein et déclenchement de l'allaitement. Et plus le bébé suce, plus le lait maternel vient. D'accord? Risque d'hypoglycémie, hypothermie et d'acidose. C'est pour ça qu'il faut aller le mettre au sein dès les premières heures pour qu'il tète le plus rapidement possible. Donc, maintenant, nous allons voir le lait de vache. Donc, c'est en général qui n'est pas adapté au bébé. Le lait de vache, il est nécessité donc de le stériliser les biberons et les tétines. Donc, il faut une hygiène très rigoureuse. Il a une mauvaise digestibilité. Le transit est ralenti, en général 3 heures à cause de l'excès de caséine. Favorise le développement d'une flore intestinale sans apporter de protection. Le lait de vache, le lait de biberon et tout ça ne contiennent ni lactoglobuline, ni macrophages, ni immunoglobulines, ni rien du tout de tout ce qu'on a dit dans le lait maternel. Il est allergisant par la présence de bêta-lactoglobuline. Et il a une mauvaise conservation. Le biberon, dès que vous le préparez, vous devez le jeter parce qu'il faut le gâteau classe, d'accord? Et à chaque fois, vous êtes obligé de préparer un nouveau biberon. Donc, le lait de vache, il est pauvre en calories, 68, il est riche en protéines, mais vous avez que 20% de lactoglobuline et 80% de caséine. On a dit que la caséine était les mauvaises protéines parce que c'est elle qui donne les coliques et c'est elle qui donne la constipation. 45 grammes de glucides, 35 grammes de lipides, dont 70% sont des acides gras saturés. Nous, on a dit qu'on a besoin des acides gras insaturés pour la maturation cérébrale. L'acide linoléique ne représente que 1%, alors que dans le lait maternel, il est 5 fois plus important. Sodium, il est riche en sodium. Vitamine D, toujours pauvre. Vitamine E, pauvre. Vitamine C, pauvre. Et il est pauvre en fer et il est encore mal absorbé parce qu'il n'y a pas la lactoglobuline qui favorise l'absorption du fer. D'accord? On va voir maintenant les laits diététiques. Alors, les laits diététiques, c'est les laits en boîte qui se vendent dans les pharmacies. D'accord? C'est du lait de vache, ici, la poudre. Oui, c'est d'où je suis à calcium, je suis à. D'accord? Voilà. Et c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a comme lait diététique? Vous allez voir dans la pharmacie, vous allez avoir le lait premier âge qu'on donne de la naissance jusqu'au 6e mois. C'est ce qu'on appelle les laits adaptés ou maternisés. Pour préparer les laits, alors vous avez une cuillère pour 30 cc d'eau. Si le bébé prend 60 cc, vous mettez 2 cuillères. Si le bébé prend un biberon de 90 cc, vous mettez 3 cuillères. Le lait deuxième âge, on l'utilise du 6e mois jusqu'à une année. Ce sont des laits qui vont être enrichis en fer et en calcium. Le lait troisième âge, on l'utilise de 1 an à 3 ans. D'accord? Pareil, c'est un lait qui est riche en calcium et riche en fer. Les laits de régime, ce sont des laits pareils qui se vendent dans des boîtes et que c'est le médecin généraliste ou le pédiatre qui les prescrit. Alors, vous avez des laits, vous allez trouver sur la boîte les pré, c'est-à-dire ce sont des laits qu'on utilise pour les prématurés. Les laits sans lactose qu'on peut utiliser, on a exemple le AL110, le Pepti Junior, d'accord? Ce sont des laits qu'on peut utiliser pour la diarrhée ou bien des laits les enfants qui ont des lactosémies. Les laits anti-reflux, ce sont des laits qui offrent la boîte Mektuba AR, manaha anti-reflux. Ce sont des laits qui vont être épaissis à l'amidon de maïs ou bien épaissis à la pomme de terre, d'accord? À l'amidon de pomme de terre ou bien épaissis à la caroube. On l'utilise, c'est les enfants qui ont des reflux gastro-œsophagiens ou là qui ont des régurgitations importantes. Qui m'engoulou annahna يوسع ياسر. C'est-à-dire qu'il يشرب البيبرون après quand il يتقرع يخرج une grande quantité de lait. D'accord? Et là, on peut utiliser des laits AR. Les laits épaissis à l'amidon de maïs ou les pommes de terre, quand vous préparez le biberon, il est déjà épais. Donc, vous êtes obligé d'ouvrir le biberon à la tétine. Par contre, les laits qui sont épaissis à l'amidon de maïs, à la caroube, il est liquide ou il s'épaissit à l'intérieur de l'estomac.
Vous avez anciennement des laits HA, ce sont des laits hypoallergéniques qui sont partiellement hydrolysés. Vous avez des laits à base de soja qu'on utilisait auparavant pour les diarrhées, d'accord? Quand on avait une allergie aux protéines de lait de vache, on pouvait utiliser, mais l'allergie est croisée, donc à éviter. On a des laits qu'on utilise pour l'allergie aux protéines de lait de vache. Ce sont des laits à hydrolysation totale, c'est-à-dire, le lait de vache, ils enlèvent toutes les protéines. C'est ce qu'on appelle le Pepti Junior. En Algérie, on a le Pepti Junior ou on a l'Alernova. Et on a des laits spéciaux qui ne sont pas disponibles en Algérie, comme le Lofénalac, qui sont pauvres en phénylalanine, d'accord, pour traiter la maladie, la phénylcétonurie. Les gammes de lait qui existent en Algérie, alors, on a comme des laits français, tels que tu as la gamme de Danone, Féha Blédina, Nursi et Aptamir. On a comme Célia, on a comme France Lait, on a comme des laits belges, c'est le Biomil. عندكم des laits allemands, c'est le Novalac. عندكم des laits suisses, qui m'a Swisslac, d'accord? Ou عندكم des laits espagnols, qui m'a Modilac. C'est ce qui existe sur le lait algérien. Tous les laits sont pareils, d'accord? L'essentiel, c'est le lait que prend l'enfant, qui ne donne pas de colique, qui ne donne pas de constipation ni de diarrhée, et qui le prend et qui grandit normalement, d'accord? Le meilleur lait pour le bébé. Maintenant, la dernière étape, c'est la diversification alimentaire. Alors, c'est quoi une diversification? C'est vous passer d'une alimentation strictement liquidienne et lactée à une alimentation qui est variée. Au début, elle est semi-liquide, puis elle devient solide. D'accord? Quand est-ce qu'on débute la diversification? À partir donc du 6e mois, selon l'OMS, c'est-à-dire si l'enfant est né exclusif et il est alimenté au lait maternel, l'OMS préconise de ne rien donner jusqu'à l'âge de 6 mois, vous commencez la diversification. Mais les autres sociétés savantes, qui sont les sociétés de gastro-entérologie européennes, les TSGAN, les sociétés de gastro-entérologie pédiatrique canadiennes, les sociétés de gastro-entérologie américaines, elles préconisent la diversification à partir du 4e mois. Là, en Algérie, on utilise les sociétés européennes de gastro-entérologie. On va commencer la diversification par quoi? On va commencer par les soupes. On va commencer donc par les légumes. On fait une soupe de légumes et on met à chaque fois, par exemple, un légume, d'accord? On prend, par exemple, une pomme de terre parce que la pomme de terre, il est exceptionnellement où les bébés sont allergiques à la pomme de terre, d'accord? On prend, par exemple, la pomme de terre et on ajoute un légume à chaque fois. Par exemple, le premier jour, on a mis pomme de terre, carotte. Pomme de terre, deuxième jour, haricots verts, troisième jour, petits pois. D'accord? Pourquoi? Parce que si vous faites 3 ou 4 légumes, si le bébé vous fait une allergie, vous n'allez pas savoir quel légume. D'accord? Et là, si vous donnez, par exemple, pomme de terre, haricots verts, il y a une allergie à l'haricot vert, les haricots verts, même l'alimentation. D'accord? Et vous continuez les autres soupes. Donc, au début, on fait un bouillon qui prend au biberon. Après, à partir du 5e mois, on fait une purée de légumes qu'on donne à la cuillère. D'accord? Les légumes secs, qui bien le hummus l'adis, à 12 mois. Les fruits, on peut commencer donc à 4 mois, donner des jus de fruits, jus de pomme, jus d'orange, jus de tomate. D'accord? Et on donne un fruit par fruit. Parce que si vous faites une allergie, rapidement, vous arrêtez le fruit avec. Après, vous donnez des compotes de pommes, le légume, ou le fruit, et vous le donnez à la cuillère. Les fruits secs, ne jamais donner d'amandes, de cacahuètes et tout ça avant 18 mois. Elle dit pour l'allergie. Mais également, il faut retarder au maximum pour éviter les corps étrangers. Comme on voit tous les jours. Le yaourt, le petit suisse, le fromage portion, on le commence à 6 mois. Le camembert à 12 mois. D'accord? La viande, le poulet, la viande bovine, le hammerhi, on commence à 6 mois. D'accord? Et vous les écrasez avec la soupe de légumes. Les poissons, le poisson blanc, tels que le merlan, la dorade, la sole, 6 mois. Kif kif, et vous l'écrasez avec la purée de légumes. Le demi-gras, comme le rouget, à 8 mois. Les poissons gras, qui m'a le thon, la sardine, à 1 an. D'accord? Les œufs, l'œuf entier, on le commence à 6 mois. D'accord? Et vous l'écrasez avec la soupe de légumes. Les abats, tels que le foie, à 8 mois. La cervelle, à 12 mois.
Les farines avec gluten à 6 mois. On ne donne jamais de gluten avant 6 mois pour prévenir la survenue de maladies cœliaques. D'accord? Les biscuits et le pain à 7-8 mois. Donc, vous pouvez donner un petit biscuit que ou là, vous donnez le crouton de pain gum-gum, il le mâche, il le met dans la bouche, il le mâche, il le mange doucement. Les pâtes qui madouida, le couscous, بالحليب et tout ça à 8 mois, d'accord? Là, vous donnez vermicelle, couscous, بالحليب, d'accord? Le beurre, 6 à 7 mois dans la soupe de légumes. L'huile d'olive, vous pouvez la commencer à 4 mois. Jamais nouveau-né, d'accord? À 4 mois, pourquoi? Parce que vous pouvez, des fois, vous avez des bébés qui sont constipés et tout ça. Vous pouvez donc mettre, par exemple, une soupe de légumes avec de l'huile d'olive pour lutter contre la constipation. Donc, et à conclusion, donc quoi? Pour savoir que votre alimentation est bonne, vous devez avoir une bonne courbe staturo-pondérale. C'est pour ça qu'un bébé qui est vu par un personnel de santé au cours de la vaccination, que ce soit une sage-femme, une péricultrice, un médecin généraliste s'il va consulter pour une rhinopharyngite ou angine ou tout ça, ou bien un pédiatre, il doit impérativement peser et prendre la taille de l'enfant et le reporter sur les cours. C'est que comme ça qu'on peut détecter le plus précocement possible une malnutrition et la corriger. Et je vous remercie. Donc, alors, est-ce que vous avez des questions? Alors,